âge en termes d'ancienneté. Voilà, nous sommes un groupe familial, totalement 100% familial, spécialisé dans les produits d'hygiène beauté à base de coton. Et nous sommes leader européen et numéro 2 mondial. On réalise un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. Et nous employons 1000 collaborateurs et nous sommes répartis sur plusieurs, alors en France, en Normandie et en Allemagne, aux Pays-Bas, en Estonie, en Espagne, 2 sites, et ensuite aux Philippines pour la zone ASEAN et au Mexique pour la tête de pont pour les États-Unis. Alors la relocalisation, en fait, c'est un combat du groupe, c'est presque dans notre ADN depuis la naissance du groupe. Pourquoi ? Parce que il apparaît comme une évidence que l'économie circulaire, aussi bien que l'économie territoriale, est une des priorités, mais pour plusieurs raisons. Là, évidemment, sur le plan de la transition énergétique et de la décarbonation, mais aussi sur le plan économique et sur tous les sujets que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire les habitants. Une fois de plus, on revient toujours au même sujet, le développement d'un territoire, le développement de l'économie, les investissements. À chaque fois, on revient sur les mêmes sujets, à la fois économique et transition écologique. Alors, pourquoi ce sujet et pourquoi c'est un des sujets qui, depuis j'allais dire des années, nous habite au sein du groupe, puisque toutes nos usines, nous fabriquons nous-mêmes nos composants, donc nos tiges, notre mèche, nous cardons notre mèche. Nous sommes les seuls en France à carder la mèche. Nous sommes les seuls à fabriquer nos tiges. Et nous sommes les seuls à assembler également. Et ces usines sont les unes à côté des autres pour éviter en effet le transport et donc la carbonation forcément liée au mode de transport qui est le camion, la navette. Donc tout cela fait partie de notre ADN depuis le début de notre existence, non seulement pour maîtriser notre process de développement, notre croissance, mais aussi pour maîtriser en effet notre empreinte carbone et notre impact. Et de là, je dirais parti avec ces derniers événements qui ont eu lieu depuis 2020, avec la pandémie, nous avons d'autant plus réagi que nous avons décidé, par exemple, pour un dispositif sanitaire tel que le masque, de le produire et de le produire en France et de le produire avec des composants qui sont 100% français. On y reviendra tout à l'heure puisque j'ai des slides. Mais avant de revenir à ce côté tout à fait entrepreneurial, je souhaiterais revenir au niveau national et dire à quel point l'importance du Made in France est fondamentale. Pourquoi ? Parce que 54% de nos impacts carbone sont liés en France à nos importations. Donc, si nous voulons soulager nos impacts carbone, la solution pourrait paraître simple, mais elle n'est pas tant que cela, on va le voir au fur et à mesure, c'est le Made in France. Alors, le Made in France, il faut savoir qu'aujourd'hui, il est réalisé par à peu près 260 000 entreprises qui sont toutes en 90% des TPE, des PME et des ETI, familiales pour la grande majorité, qui emploient à peu près 3 millions de personnes,
qui en 10 ans ont perdu à peu près 500 000 emplois. C'est dire qu'en effet, on était dans le déclin de cette industrialisation et de ce Made in France, et que les couleurs du Made in France ont été redonnées. Alors dans tout mal, il y a des choses positives, il y a du bien, ont été redonnées par la période 2020, la période Covid, où il y a eu cette redécouverte, cet engouement, et du besoin de souveraineté nationale, puisque nous n'avions pas, et dans beaucoup de domaines, notamment les dispositifs médicaux tels que les masques, mais certaines molécules comme le Doliprane, enfin on s'est aperçu que beaucoup de choses avaient disparu de notre territoire, partis ailleurs pour des questions de coûts, mais qu'on avait oublié quelque chose d'essentiel, c'est bien évidemment la carbonation, la pollution, et qu'on mettait en danger la planète pour des raisons de coût, et que en fait le coût, autant T peut-être était intéressant, mais autant T plus 1, plus 2, plus 3, c'est-à-dire pour les générations, les nôtres, celles de nos enfants, de nos petits-enfants, elle coûterait très 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 cher. Donc c'est des calculs de très court terme, et en fait si on veut regarder sur le long terme, eh bien il faut en effet se dépêcher de produire local, de produire territorial, parce qu'aussi, j'allais dire, dans les territoires, et je rejoins tout à fait Muriel, dans les territoires, c'est là où les gens sont le plus concernés par l'acte citoyen de consommer local, et de s'intéresser au producteur local, aussi bien que ce soit le producteur agricole et que ce soit le producteur industriel. Donc l'impact lié à la production du coup française, pour vous citer l'exemple des masques, où ça va être assez parlant, avec en effet des composants 100% français. Les études qu'on a pu réaliser, puisque le groupe appartient aussi au syndicat français des masques sanitaires, nous avons pu faire des études et démontrer qu'un masque fabriqué en France générait 20 fois moins d'impact carbone qu'un masque d'import. Donc, on peut saisir, grâce à ces chiffres qui sont assez significatifs, on peut rapidement saisir l'importance, en effet, de la fabrication locale. Maintenant, dans la fabrication locale, on se heurte aujourd'hui, autant cet engouement du Made in France, de la consommation locale, pendant la période 2020-2021, posait pas spécifiquement, au contraire, il y avait un engouement et posait pas de problème sur le plan du pouvoir d'achat. Seulement, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, puisque les ères se succèdent à grande vitesse, et nous sommes rentrés dans une nouvelle ère avec cette inflation galopante liée à plusieurs facteurs, entre la reprise après pandémie, alors que nous n'en sommes pas tout à fait sortis, mais il y a eu une reprise néanmoins économique assez forte, et les conséquences évidemment de la guerre en Ukraine et toutes les conséquences géopolitiques et économiques liées à la guerre en Ukraine. Donc ces événements-là viennent se heurter aujourd'hui à la production locale qui a son coût. Son coût qui est différent évidemment d'un coût produit dans des pays où, même si les matières premières ont toutes à peu près le même coût, puisque ce sont des coûts mondiaux, après il y a certaines charges, certains évidemment coûts salariaux qui sont très différents. À partir de là, en effet, comment favoriser
sachant qu'on doit respecter aussi les normes européennes, que dans nos pays appartenant à l'Europe, nous ne pouvons pas favoriser notre pays, nous pouvons simplement favoriser la préférence européenne. À partir de là, comment justement aussi trouver le biais pour se dire oui, écoutez, on va trouver la solution pour du local. Alors après, c'est la compétitivité, c'est la façon de communiquer aussi pour prouver que peut-être la consommation doit aussi changer. Elle a déjà changé avec cette préférence et cet engouement pour le local, mais elle doit devenir durable. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire je vais acheter 3 à 4 t-shirts cette année et 3 à 4 jeans, je vais peut-être acheter t-shirts un peu plus chers, de meilleure qualité, et jeans un peu plus chers, de meilleure qualité, mais j'achèterai du durable. Et donc, je ferai dans ce mode de consommation-là ma préférence nationale. Et de ce fait-là, sur le fait du pouvoir d'achat, certes, il y a un coût plus élevé. Certes, de ce fait-là, le consommateur se dit quel est mon équilibre et quel est mon intérêt. Donc, son intérêt, ça va être d'être citoyen. Et d'être citoyen non seulement dans son choix de consommation locale, mais aussi dans son choix de consommation durable. Et tout cela, évidemment, pose des questions sur le pouvoir d'achat et sur les sujets économiques dans lesquels nous entrons. Nous sommes déjà rentrés avec la période dans laquelle nous vivons et qui, évidemment, ont été accentués avec les élections présidentielles et les élections législatives. Alors, je vais vous faire juste une petite illustration de ce que je vous parlais tout à l'heure à propos des masques. Donc, en effet, nous avons été les premiers, alors que ce n'est pas notre secteur. Une fois de plus, comme quoi la réactivité, elle peut exister chez les industriels français. Notre secteur, c'est les produits d'hygiène et de beauté, mais à base de coton. Donc, rien à voir a priori avec un dispositif sanitaire tel que le masque. Ce qui nous a conduit à cela, en fait, c'est notre réactivité aussi au tout début de la pandémie sur les écouvillons, puisque, une fois de plus, le savoir-faire, la compétence, on l'a chez nous. Il faut que ça soit aussi ça dit. Parce que parfois on se dit on a laissé partir les compétences, on a laissé partir les savoir-faire. En fait, si l'on sait les développer, si l'on sait dans les entreprises, alors la RSE, Muriel, j'en suis dans l'entreprise, la personne qui oui, la porteuse. La société à mission est justement mon Graal. On a pu, grâce à nos savoir-faire qu'on possède, qu'on a développé un écouvillon qui manquait totalement. Et ça, on a pu le développer en 8 jours. Parce qu'on savait fabriquer nos tiges et qu'on a pu fabriquer une tige plus longue, parce qu'on savait carder nos mèches et qu'on a pu carder une mèche plus plate et qu'on a pu sortir un premier prototype. J'ai lancé l'opération au 25 mars, le 1er avril, c'est pas une blague, 2020, sortait le premier écouvillon français et était aussitôt validé par les services de santé de Percy, de l'armée, et ceux de la PHP, et ensuite agréés par l'ANSM, et puis donc de ce fait-là pu être mis à disposition des soignants sur le marché français. Et de ce fait-là, on s'est dit, il manque aussi le masque, pourquoi pas.
Et pourquoi pas aussi le faire et de manière très compétitive pour lutter contre les masques d'import. On savait qu'à l'époque, ils se vendaient sur les tarmacs, ils s'arrachaient à prix d'or sur les tarmacs, hein, à peu près entre 60 centimes d'euros, voire 1 euro, le masque. Donc, on s'est dit, aussi, là, pourquoi pas afficher nos valeurs tricolores, tout en restant nos valeurs normandes territoriales. Donc, tout en conservant nos valeurs territoriales. Les masques, nous avons choisi de dire, bon, il y avait à l'époque la possibilité d'acheter des machines chinoises, et donc pas compétitives du tout, puisque beaucoup de main-d'œuvre. Nous avons choisi une machine italienne qui peut produire en une équipe 600 000 à 700 000 masques. Une équipe jour, hein, c'est-à-dire 3 équipes en fait, les 3-8, ce qui correspond à peu près à la production d'une vingtaine de machines chinoises. Ce qui nous permet donc d'être compétitifs parce que la productivité est au rendez-vous. Et on a choisi aussi d'utiliser des composants. Alors si le slide, if you can... the other one just after. No, that's the end. That's the end. No, yes, thanks a lot. Donc, cette production, ça nous a permis en effet de contribuer à ce qui est pour nous essentiel, c'est-à-dire la reconquête industrielle de la France, notre souveraineté, diminuer de manière significative les émissions de carbone. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un masque, c'est 20%, un masque français, c'est 20% de moins qu'un masque d'import. Et de ce fait, on conserve nos valeurs qui nous animent, celles de l'engagement, de la transition écologique, de la réactivité, de la compétitivité et de la solidarité avec notre pays. If you can... And the other one, please, after. Yes, that's vous avez, excusez-moi, vous avez, vous avez les dates de mise. En effet, ça a été aussi extrêmement rapide puisqu'on a commandé la machine en mai 2020. En août, elle rentrait en service et les premières livraisons, avec quelques galères, je dois bien l'avouer, et de formation de personnel, là aussi, pas évident, trouver du personnel, le former. Donc, il y a eu quelques nuits blanches aussi, et puis sans compter les normes CE. Donc, donc, toutes les certifications, donc là, c'était un mois d'août blanc, et ensuite quelques nuits blanches. Mais voilà, avec un lancement au mois d'octobre. If you can, thanks a lot. C'est ça. Oh, j'ai tendance à la suite à passer à l'anglais. C'est quelques photos de notre machine. Vous avez vu avec fierté, bien évidemment. On l'a reçue toute blanche et là, vous voyez, en fait, on a choisi, ce sont les rouleaux de spun. C'est-à-dire c'est la face extérieure et intérieure du masque. On a choisi de la peindre en bleu, blanc, rouge. Vous avez ici le convoyeur, c'est bleu. Cette partie-là est blanche et cette partie-là qui a les rouleaux de spun et de melblone sont rouges. Donc la volonté tricolore est nettement affichée clairement dans l'usine. If you can... Là, vous avez simplement les composants différents, l'élastique, la barrette nasale, les couches, pour que vous compreniez comment est constitué un masque. Et ce qui est important, c'est en effet le BFE et la respirabilité. C'est-à-dire un BFE, c'est la filtration, et qui doit être au niveau minimum de 98%. If you can...
Voilà, là vous avez en effet la présentation de nos boîtes de masques, et puis dans l'expression de notre solidarité aussi quand la guerre en Ukraine a commencé, on a décidé avec Acted, qui est, vous le savez, une association qui s'occupe des réfugiés ukrainiens, de lancer un masque tricolore pour solidarité, fraternité avec l'Ukraine et avec un cœur aux couleurs de l'Ukraine juste sur la face extérieure du masque, donc aux couleurs, j'ai pas emmené de photo, désolé, rouge, pas rouge, bleu et jaune. Voilà, donc un exemple en quelques mois, même pas, donc de la possibilité de la réactivité, de la relocalisation. Et on n'a pas été les seuls, puisqu'on est dans le syndicat une quinzaine d'industriels. Il y a les historiques, 4, et puis les autres qui se sont créés comme nous. Alors aujourd'hui, comme tout à l'heure je vous le citais, on se heurte au problème du coût, parce qu'une fois que les masques d'import se sont vendus très cher et qu'un trésor de guerre s'est constitué, maintenant, les masques se retrouvent sur les marchés européens à moins de 2 centimes et ne sont même pas au coût des matières premières. Donc, cherchez l'erreur. Bon, et en français, on dirait pas cela puisque c'est un mot anglais, mais c'est du dumping néanmoins. Bon, interdit, évidemment, bien sûr, mais que voulez-vous faire contre cela? Et bien évidemment, malgré, et je dois dire que aussi bien la mobilisation, elle a été forte sur le plan, et elle peut, sur d'autres secteurs industriels, être tout pareil. La mobilisation a été forte sur le plan gouvernemental, puisque le gouvernement a financé des entreprises pour fabriquer du melt-blown, parce qu'il y avait un seul fabricant de melt-blown en France, financé d'autres entreprises qui se lançaient sur ce secteur-là, pas nous en l'occurrence, puisqu'on avait choisi cette autonomie, et les industriels ont pris les risques, comme beaucoup d'industriels, ont pris les risques de se lancer sur ce secteur-là, avec tout ce que ça comporte. Donc, en allant au-delà, en travaillant, le syndicat a travaillé très étroitement avec les services administratifs français, en l'occurrence la DGE, avec les comités interministériels, en l'occurrence la santé et l'industrie. Et malgré une circulaire que monsieur le ministre de la Santé de l'époque, monsieur Olivier Véran, a fait paraître le 15 décembre en demandant à toutes les ARS de bien vouloir utiliser la préférence européenne, sous-entendu les fabricants français. Malgré le fait que madame la ministre Agnès Pannier-Runacher de l'Industrie de l'époque ait fait paraître le 14 janvier 2022 le guide des achats publics et privés expliquant la démarche et expliquant le changement des critères, puisqu'il faut savoir que tous les appels d'offres, jusqu'à très récemment, quels étaient les critères de ces appels d'offres? Je vous le donne en mille. 80% le prix, 20% le délai. Cherchez l'erreur aussi. Où sont les critères environnementaux? Nulle part. Donc, et grâce au travail réalisé à la fois avec les comités interministériels, la DGE, la DGS, on a pu faire rentrer des critères RSE, des critères environnementaux, des critères de qualité, des critères de traçabilité. Donc tout cela est en effet démontré que, que ce soit la pollution carbone ou même les containers particules fines qui sont aussi nuisibles que les impacts carbone. Donc démontré, mais malgré tout ça, malgré tout cela, malgré quelques modifications d'appel d'offres, on voit qu'on contourne
les nouveaux critères et que finalement, on en revient au prix et au délai. Voilà. Donc, il y a du travail encore. Je ne crois pas que, et je crois pas que les industriels français en soient pour autant découragés. Là-dessus, c'est une certitude, parce qu'on est tous responsables. Non seulement, je veux dire, la prise de risque fait partie de notre quotidien, que ça soit dans nos choix d'innovation, en se demandant si nos produits vont être vendus, d'innovation durable, que ce soit dans nos choix d'investissement, de compétitivité, mais aussi d'investissement, de transition écologique. Et je vois, par exemple, dans l'entreprise, puisqu'on a changé les tiges plastiques pour les tiges papier, nos boîtes plastiques pour des boîtes de carton. Donc, c'est des investissements qui, en 4 ans, c'est 15 millions d'euros, avec des ROI qui sont extrêmement longs, beaucoup plus longs que des ROI de compétitivité ou de productivité. Donc à partir de là, les industriels français restent, et notamment les entreprises familiales, qu'elles soient TPE, PME, ETI, restent responsables et engagés et concernés par en effet la planète et les enjeux climatiques. Mais maintenant, il y a d'autres sujets sur lesquels on ne pourra pas seul régler les problèmes, et notamment régler les problèmes de pouvoir d'achat. Et après, chacun doit s'emparer de ce qu'est l'avenir de la planète, avec chacun, aussi bien industriel que citoyen, avec des choix de consommation locaux, certes, mais de développement durable aussi. Voilà. Je vous remercie